On a une après-midi intense, dense et passionnante, qu'on va ouvrir tout de suite avec le prochain conférencier qui travaille sur les enjeux d'agroécologie et de transition agricole. On le sait, professionnels de l'énergie et de l'agriculture ont un point commun, et il est essentiel. Les uns et les autres, ils et elles, doivent faire face à la mutation, parfois même au bouleversement de leur système et de leur métier. L'intervenant qui va venir sur cette scène tout de suite va nous exposer les enjeux de cette double transition, justement, agricole et énergétique, et ce qu'elle pourrait faire naître à la fois d'interactions techniques et économiques, et surtout de coopération humaine. Je vous remercie d'accueillir très chaleureusement Henri Landès, conférencier. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore un micro à chef que je peux prendre là ? Il est allumé ? Super. Et ça, c'est le petit clicker. Magnifique. Parce que j'aime bien être un petit peu en mouvement. Les agriculteurs connaissent ça. Les professionnels de l'énergie aussi. Par contre, je dois être en train de cliquer au mauvais endroit, là. C'est ici. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je suis ravi d'être là, mesdames et messieurs les élus, professionnels de l'énergie et de l'agriculture. Je suis très heureux de venir parler dans l'enjeu de la transition énergétique, de la transition agricole. Je suis avec vous aujourd'hui. Demain, je serai sur ma propre petite ferme de 3 hectares. J'aurai peut-être les bottes, je serai peut-être en train de réparer une des serres qui a été un petit peu abîmée par le vent. On a potager, verger, des chèvres, race Massif Central, très attachée à celle-ci. Un grand poulailler, on a perdu un canard il y a quelques jours, encore le renard à qui on a donné un peu à manger, j'en suis déçu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré le fait que, en tant que franco-américain, j'ai grandi à New York dans un gratte-ciel au 17e étage et puis à San Francisco, je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant que j'habite dans un village de 40 habitants à l'année et dans la Haute-Loire, à Boissey, avec les mains dans la terre. Et si je me permets de faire des conférences sur les questions agricoles et les questions d'énergie, c'est aussi parce que je n'ai jamais eu autant de rapprochement physique de ces deux mondes-là quand j'ai quitté Paris pour vivre dans la nature, proche des agriculteurs, dont les prénoms je connais quand je vais acheter de la viande, du fromage ou des légumes. Et puis, je considère que c'est un rapprochement que d'ailleurs tous les citoyens, toutes les personnes qui vivent dans ce magnifique pays de la France avec sa diversité de terroirs devraient expérimenter au moins de temps en temps, même si je suis très humble face à ça. Je sais que nous avons, nombre d'entre nous, des racines encore paysannes, que on aime la campagne française. Et si je suis là pour donner un message, c'est que cette alliance entre le monde de l'énergie et le monde de l'agriculture, symbolisée aujourd'hui et dans l'avenir par l'agrivoltaïsme, j'ai un message qui est que poursuivez-le, il est naturel. Ce rapprochement, ce mariage, c'est quelque chose qui devrait vous passionner. Je suis passionné par cela et je suis vraiment très très heureux de voir que ce carrefour d'agrivoltaïsme, même si les discussions n'ont pas toujours été faciles, va perdurer. Et je crois que c'est juste un parmi nombreux ateliers, événements où vous allez discuter ensemble. Alors, je donne des cours dans l'enseignement supérieur sur ces sujets depuis un certain temps. Je dirige aussi une association qui s'appelle Landestini, qui œuvre pour l'éducation à l'alimentation durable et à l'agriculture durable et qui accompagne les entrepreneurs dans la ruralité. Je suis un défenseur de la ruralité française, de la ruralité dans le monde, parce que j'estime qu'il y a un certain déséquilibre depuis plus d'un siècle dans l'investissement, la R&D, le sens même du progrès, de où il faut travailler, où il faut vivre, etc. Un certain déséquilibre et je pense qu'il faut la corriger, qu'il faut corriger ce déséquilibre. Excusez-moi, j'ai un accent, parfois je fais des fautes dans les anglicismes dans tous les sens. J'essaierai de garder ça au minimum. En plus, j'ai pas pris de verre de vin à la pause méridienne. Si c'était le cas, l'accent il ressortirait encore plus. Il y en a qui m'ont fait la remarque et qui me connaissent bien. Alors, si je dis ça, c'est pour encore une fois dire que j'adore aussi une vision un peu multiculturelle, multilangue, d'avoir un regard extérieur. Je vais essayer de l'apporter aujourd'hui, d'avoir plutôt une approche politique. C'est ça que j'enseigne, c'est plutôt les questions politiques, voire même les questions culturelles, un petit peu, dans cette transition écologique, cette transition agricole.
cette transition alimentaire. Et j'ai beaucoup apprécié, je suis clairement sur la même position de ce qui a été exprimé aujourd'hui, c'est que l'agrivoltaïsme doit être élaboré avec, par les agriculteurs, en collaboration évidemment avec les professionnels de l'énergie, doit servir la souveraineté alimentaire et aussi servir le bien-être des agriculteurs. Et c'est une alliance qui est très très naturelle parce que l'énergie et l'alimentation, l'énergie et l'agriculture sont au cœur de la civilisation humaine. Il y a moins de 12 000 ans, on a commencé à domestiquer les plantes et les animaux. L'agriculture, ça a permis de se sédentariser, etc. On a même vu dans la Grèce antique qu'il y avait une connaissance de comment utiliser l'énergie solaire, chauffer les maisons, restituer la chaleur pendant les soirées plus fraîches, justement. Donc, c'était quelque chose qui est vraiment au cœur des savoirs humains qui ont permis de développer non seulement des zones urbaines, mais aussi des empires. Clairement, l'alimentation et l'énergie, l'agriculture et l'énergie doivent travailler ensemble. Et donc, je suis là pour vous encourager dans cette démarche. Il y a ensuite, dans ce qui est de plus sophistiqué en matière de coopération politique et de coopération entre pays, c'est-à-dire notamment l'Union européenne, au cœur de cela, la communauté européenne charbon et acier, ensuite l'Euratom, la politique agricole commune, ce sont des piliers de ces coopérations économiques et politiques. Donc, de là à dire que, heureusement qu'il y a encore l'agrivoltaïsme qui arrive comme un des objets de coopération, je tiens vraiment à vous saluer et vous encourager là-dedans parce qu'il y a tout de naturel dans cela, même si parfois ce sont des mondes qui ne se sont pas assez parlé, comme il y a plein de sphères sociétales. On a peut-être d'ailleurs créé beaucoup plus de silos qu'on aurait dû depuis un siècle, avec la sophistication qui va avec notre société depuis des décennies, mais ces silos, il faut les briser. Et je suis très humblement aussi une incarnation de ça, parce que moi, j'avais jamais fait pousser un légume avant l'âge de 30 ans. Maintenant, je sais le faire, même si ma femme dit que je suis toujours très, très mauvais. Je savais aussi rien de l'énergie et de l'efficacité, de la sophistication des smart grids et tout ça, avant que j'étudie ça sur le terrain et que je fasse un cours sur le premier smart grid en France, qui était Easy Grid, une démonstration super intéressante il y a quelques années, où j'ai découvert de manière très abstraite ce que semblait être l'effacement électrique. Bref, ce sont des enjeux, des sujets, des objets dont nous devons être passionnés. Et je trouve que c'est très important, une de mes propositions en fin de cette petite conférence, est que nous devrions apprendre cela dès l'école primaire, pas l'effacement électrique, mais peut-être l'agrivoltaïsme et surtout les enjeux agricoles, les enjeux énergétiques. Et tout au long du parcours scolaire, on devrait être en train de se dire des choses concrètes comme comment on se nourrit, d'où vient la nourriture, d'où vient l'énergie. Eh bien ça ne devrait pas être réservé ensuite pour la technicisation de la professionnalisation de l'enseignement plus tard. On devrait l'apprendre tout au long du parcours scolaire. Ce sont des choses où je propose même devraient faire partie de la culture générale. Une des propositions que je ferai tout à l'heure, c'est que la culture générale, ce n'est pas juste ceux qui ont été les philosophes, ceux qui ont écrit les grands romans, etc., de la musique. Non, c'est aussi savoir quelles plantes sont plantées sur une ferme, comment fonctionne une ferme, quels outils utiliser, comment est-ce que l'énergie arrive d'un panneau solaire et ensuite électrifie tout un territoire. Ça, c'est de la culture générale que je trouve, des sujets desquels j'étais très éloigné à titre personnel, devrait être là pour irriguer un petit peu notre culture au sens large et vous incarner un petit peu cette démarche en essayant de travailler ensemble de manière la plus concertée. Il y a un défi climatique, un défi de biodiversité, un défi pour préserver la planète pour qu'elle soit habitable. Parce que la planète, elle ira très bien sans les humains. Donc, c'est pas, encore une fois, il faut nourrir la planète ou il faut sauver la planète, etc. Ça, c'est l'humanité sur la planète pour qu'elle puisse s'épanouir et vivre, etc. La planète est là depuis 4,5 milliards d'années. La biodiversité, si on estime qu'elle a commencé quand il y avait les premiers organismes microcellulaires et ensuite qui se sont développés, les bactéries, etc., c'est à 3,8 milliards d'années. Il y a largement la capacité de la planète à savoir innover et vivre sans les humains dessus. Donc juste pour rappel là-dessus, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas là pour dire qu'il faut préserver l'espèce humaine. Au contraire, je l'adore, comme ce qui est évident. Et nous devons garder cette planète vivable pour nous. Et ça veut dire que, comme Serge l'a bien dit il y a quelques instants, il y a un très fort besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de décarboner notre économie. Il y a ce besoin de s'adapter, ce besoin de savoir maintenir les puits de carbone naturels, dont les sols, dont l'océan.
La reconquête de la biodiversité, je n'ai pas mis d'éléments sur les slides, mais rappelons-nous à quel point elle est riche, cette biodiversité, mais qu'elle est effectivement en déclin. On a perdu à peu près les 2/3 des animaux depuis une 50aine d'années, les animaux sauvages. Notre planète ressemble de plus en plus à une qui a des humains et ensuite des animaux qui sont utilisés pour nous nourrir, certes. Une baisse de la diversité aussi des races domestiques dans l'élevage. J'adore, je suis devenu passionné par cela. Je ne savais aucune race domestique d'élevage il y a une petite dizaine d'années. Et maintenant, je me réjouis de découvrir les 200 espèces, les 200 races, d'élevage local notamment, mais de savoir en revanche qu'il y a à peu près 80% qui sont à risque de l'abandon dans l'élevage français. C'est quelque chose, pas nécessairement qui me chagrine d'un point de vue idéologique, mais ça fait partie des terroirs et la richesse de la diversité des terroirs français. En tant que franco-américain, j'en entendais parler de l'autre côté de l'Atlantique beaucoup plus que ce que j'imaginais être la réalité aujourd'hui ici en France. C'est-à-dire que nous avons cette très très belle richesse de diversité des terroirs français, qui est une diversité des savoir-faire, du patrimoine naturel, du patrimoine aussi humain. Et elle est à préserver. Alors aujourd'hui, on est très énervé contre le Mercosur. Il y a des très très bonnes raisons. Et je me souviens aussi, il n'y a pas très longtemps, on a parlé de TAFTA et l'énervement contre le système d'échange avec l'Amérique du Nord. Le CETA aussi, il y a eu des difficultés là-dessus. Et j'encourage à faire valoir les positions des exploitants et des professionnels de l'agriculture en France et en Europe, puisque justement, je perçois, je suis pas légitime pour le dire, mais c'est vrai, je m'inquiète un petit peu de l'américanisation du système alimentaire mondial. J'ai, à titre personnel, beaucoup de problèmes avec plusieurs aspects de cela, mais je ne vais pas rentrer dans trop d'éléments là-dessus parce que je suis là pour juste une petite vingtaine de minutes avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un défi qui est à la fois écologique, un défi de santé publique, un défi de biodiversité et de l'agrivoltaïsme. Et une des solutions, comme l'a dit Serge, j'aime bien cette image, un morceau du puzzle qui peut contribuer à relever plusieurs défis en même temps. Et si nous devons faire ça, et j'ai aussi un message, je sais qu'il faut accélérer. Dans une petite histoire, je mets un petit smiley à la fin, je fais rarement ça dans les slides, mais dans une petite histoire quand même courte, mais de longue haleine de ce travail complexe qui est essayer de faire évoluer avec nombreux outils, des mesures politiques publiques pour faire face à ces défis environnementaux. Pourquoi court ? Parce que là, le premier élément que je mets, c'était le sommet de Stockholm en 1972, mais on va plutôt parler de Rio 92, sommet de la Terre, qui a lancé toute une série de négociations sur la biodiversité, la lutte contre la désertification, mais surtout sur le climat, les fameuses COP qu'on retrouve tous les ans. C'est quand même 29 ans de COP dont il s'agit. Là, aujourd'hui, on a eu le protocole de Kyoto en 1997, l'accord de Paris en 2015. Vous voyez tous les acronymes qui sont associés. La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est la CNUC. Celui sur la biodiversité, c'est le UNCBD. Là, c'est plutôt aussi, c'est écrit en anglais. UNCCD, c'est sur la lutte contre les désertifications. Les ODD, c'est Objectifs de développement durable. S'il y avait des doutes sur à quel point, c'est pas juste en France, mais à l'échelle internationale qu'on aime bien les acronymes, j'essaie de relever ce doute-là aujourd'hui avec cette slide. Les agendas 21, c'était ce qui existait depuis Rio 92, des outils à destination des collectivités, même des entreprises, des pays, pour donner une trajectoire de développement durable. Il y avait ensuite les objectifs du millénaire de développement, les OMD. En 2015, ils se transforment en ODD. Ensuite, en ce qui concerne un petit peu une approche plus sectorielle, parce que là, je mets quelques éléments sur une approche sectorielle dans le monde agricole, eh bien, il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a eu les plans éco-phyto qui visaient à baisser les pesticides. Ce n'était pas nécessairement très, très réussi selon ceux qui ont travaillé dessus. Il y a les plans nationaux de l'alimentation, les plans alimentaires territoriaux. À côté de ça, dans le monde de l'énergie, les plans pluriannuels de l'énergie, les PCET, les plans climat-énergie territoriaux. Sur un plus dézoom niveau climat, les mesures pour essayer de réduire les émissions par secteur, mais aussi dans l'industrie, que ce soit le ETS, le Exchange System of Quotas, avec à l'échelle de l'Union européenne, la taxe carbone qui a été mise en place dans de nombreux pays, parfois réussie en France. 2007, un petit peu retoqué par le Conseil constitutionnel, pas un petit peu, mais retoqué il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Bref,
sans rentrer dans les détails sur ce que c'est le DJSI, le Dow Jones Sustainability Index, le Global Reporting Initiative, l'investissement socialement responsable, la RSE, le ESG, le CCRD, les entreprises à mission, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est magnifiquement complexe. On peut saluer tous les experts, les professionnels de tous ces mondes qui gravitent autour de la transition écologique, du développement durable, pour la complexité et pour de l'expertise vraiment méritée et précise sur tous ces sujets. Mais ce qui est très, très nécessaire, si j'ose dire, quand je prends du recul sur ces 3 décennies de travail sur les questions environnementales, accélérées depuis certains temps avec une conscience qui n'a jamais été aussi accrue, c'est qu'il faut dépasser un petit peu les cadres réglementaires. Je fais écho à ce qui vient d'être dit dans le point presse, pas toujours chercher des machins très, très vastes en termes de cadres juridiques et aussi avoir un certain pragmatisme, peut-être juste signer des chartes, réinvestir dans de la collaboration plus humaine et dans les savoirs partagés et même, j'ose dire, être intéressé et passionné par les métiers des uns et des autres pour que, de manière pragmatique, accélère les solutions concrètes sur le terrain. Et je le dis aussi à titre personnel, j'ai voulu me confronter aux réalités et aux impératifs économiques de structures qui essayent de faire la transition écologique. Je suis chef de 3 petites entreprises, une association, toutes difficiles parce qu'elles sont engagées dans l'intérêt général à financer et à maintenir les emplois qui sont concernés, plus la gestion administrative qui va avec. Je dois saluer aussi la France, c'est un cliché que je vais balancer maintenant avec expérience. De temps en temps, on a cette faculté d'être très très bon dans créer des règles et peut-être ralentir les choses d'un point de vue administratif. Je crois 4-5 ans pour faire sortir un projet agrivoltaïque dans le pays. Je pense que tout le monde dans la salle est d'accord pour que ça aille légèrement plus vite dans l'avenir, d'autant plus que les projets en cours peuvent être au nombre de quelques centaines, mais les projets déjà réalisés sont plutôt au nombre de quelques dizaines. Et comme je l'ai dit, et comme l'a indiqué Serge ce matin, nous avons des réalités des conséquences du changement climatique aujourd'hui sur le terrain, et nous avons clairement des réalités de faire face à des défis énergétiques et agricoles qui sont de l'ordre général en termes d'impact sur la société. Là, on voit clairement qu'on est encore dans une énergie fossile qui est dominante à 80%. D'une part, on va faire des va-et-vient entre l'énergie et l'agriculture là pendant quelques slides et quelques minutes. Et à côté de cela, on voit que la moyenne des chefs d'exploitation en France, elle est de 51 ans. Ça veut dire que d'ici 2030, une majorité seront partis à la retraite. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas aussi la solution d'agrandissement et je veux défaire toute une idée tout de suite, ça m'a déjà été reproché dans des discussions. Tous les modèles agricoles peuvent être utiles et adaptés à un territoire et je ne suis pas là pour dire qu'il faut que des petites fermes en polyculture élevage, en transition agroécologique, etc. En revanche, clairement, il y a, pour des raisons de santé publique, pour des raisons de changement climatique, pour des raisons de résilience et de reconquête de la biodiversité, évidemment, une volonté de fixer une ambition, d'aller le plus vite possible dans une transition écologique du système agricole. Ainsi, sur le fait qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs, je suis interpellé. Et c'est pour ça que je mets qu'il faudrait faciliter le métier. Faciliter le métier, ça veut aussi dire les sécuriser financièrement. Ce qui est aussi... Est-ce que c'était là? Oui, non. Un rappel, je suis là pour le dire, je trouve que c'est important dans un dialogue sur l'agrivoltaïsme. Le besoin de reconnexion au monde rural et au monde agricole, pour moi, est une priorité nationale. Je suis là pour défendre, en tant que chercheur plus au politologue, mais aussi citoyen, je suis là pour défendre la ruralité et le monde agricole français dans toute sa diversité, parce que j'estime que nous sommes trop éloignés de ce qui permet à tous les jours de se nourrir et que nous avons une souffrance très, très fortement exprimée depuis des décennies d'un monde agricole pour plein de raisons différentes. Rémunération, prise en compte de la consommation locale dans ce qui est consommé à l'échelle nationale. Je sais que, par exemple, ça a été mentionné il y a quelques instants, la Fédération nationale ovine, c'est à peu près 47% de la consommation française de ces produits issus de l'élevage ovin. Alors que là, on a une fédération nationale très organisée avec qui vous travaillez. Ce qui est aussi une réalité, c'est que
c'est un peu gonflé par les médias, donc ce n'est pas une critique, c'est naturel, c'est l'histoire des médias et de la société. On a toujours eu parfois une surmédiatisation, mais aussi de la légitimité dans le fait qu'on est dérangé par certaines choses qui se passent à la campagne quand on quitte les villes pour aller y vivre, etc. Donc là, vous voyez la caricature du chant du coq qui embête le néo-rural. On a aussi cette difficulté de comprendre, mais aussi de faire avec le fait que les agriculteurs sont rémunérés parfois extrêmement bas, sont dépendants de subventions, sont aussi dans une instabilité des prix et sous pression des intermédiaires jusqu'aux consommateurs. Ça a été dit dans la table ronde tout à l'heure que parfois on ne sait pas à quelques jours près, quelques jours avant, comment vont être vendus les prix. Clairement, ce n'est pas si simple que ça de savoir en tant que consommateur quel produit choisir, quel label comprendre. Campagne de désinformation, manque de nuances, de la légitimité dans les labels, mais pléthore de certificats et de labels. À regarder, j'avais sur la slide d'avant le label agriculture biologique et le label rouge qui sont pour le coup les plus connus et ceux en quoi les citoyens ont le plus de confiance. En revanche, le label HVE qui gagne du terrain, les multiples certificats et les logos qu'on peut retrouver aussi sur les produits, jusqu'à 40 ou 50 indices on peut retrouver juste dans l'alimentaire, dans un supermarché aujourd'hui. Ce n'est pas si simple que ça pour les consommateurs de s'y retrouver. Et ainsi, je considère que dans cet effort de développer l'agrivoltaïsme qui est extrêmement intéressant, et plus largement dans cette double transition énergétique et agricole, clairement le besoin sociétal de se reconnecter avec le monde agricole et rural, il est fondamental. Et pour faire cela, je tiens aussi à relativiser la hausse de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique en France, c'est qu'une mesure, une politique publique sur la question de la transition agricole. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas intéressant de voir des fermes en agriculture conventionnelle qui, petit à petit, se reconvertissent, mais qui n'ont pas nécessairement encore le label AB, premièrement. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas intéressant qu'il y a des agriculteurs qui sont en agriculture biologique, mais qui n'ont pas le label. C'est le cas aussi pour de nombreux agriculteurs que je rencontre sur le marché. Mais clairement, ça, c'est une politique publique qui a été engagée il y a plusieurs décennies et qui gagne du terrain, mais très, très doucement. Pour montrer à quel point les choses changent, mais changent aussi avec difficulté, avec beaucoup de concertation, avec beaucoup d'allers-retours en matière d'ambition, l'agriculture biologique est une jolie démonstration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré toute la conscience environnementale, malgré toute la conscience sur la santé publique, qui est le principal critère chez les consommateurs quand ils achètent en bio, ce n'est pas la question environnementale, la biodiversité, etc., c'est plus les questions de santé publique. Ça varie selon les pays. En Allemagne, c'est plus la question locale. Je pense que c'est très lié au fait que l'Allemagne soit un pays beaucoup plus décentralisé, où les régions ont beaucoup plus de place dans la conscience des citoyens. Mais nous voyons que le solde en 2023 d'entrée-sortie est légèrement en dessous que le solde d'entrée-sortie d'agriculteurs en bio que les années précédentes. Vous voyez ces chiffres écrits un petit peu en petit, mais en 2021, il était à 10%, il était à 3% en 2022. Clairement, les professionnels dans l'agriculture biologique sont inquiets sur la stabilité qui sera accordée aux subventions, au maintien de la conversion, aux subventions à l'agriculture biologique, etc. Mais ce n'est qu'une politique publique. Et vous pouvez voir aussi relativiser la place de la France dans l'agriculture biologique en termes de surface à l'échelle mondiale. C'est un maigre 3%, mais bon, la France n'est pas non plus, en termes de surface, aussi importante que l'Australie, qui est à 51%, mais c'est juste pour donner quelques éléments de réflexion sur la place de la France dans l'agriculture biologique française, mais je crois que... Excusez-moi, il a dit, Serge aussi, c'est vrai, je suis un tout petit peu perdu dans à quel point il est sensible, cette petite télécommande. Hausse de l'énergie solaire et hausse des ENR relativisée aussi. Oui, encore une fois, j'ai mentionné qu'on était seulement à 80%, ou on était à 80% d'énergie fossile. Dans le monde, on voit par contre que l'énergie solaire augmente dans la part des énergies renouvelables à l'échelle mondiale, rapporté par cette source de BP et puis qui a été repris par the International Energy Agency. Et puis, pour revenir en France, on a un cas qui est un petit peu atypique. Et clairement, grâce à l'électrification fortement nucléaire, ramenée au mix énergétique, et pas électrique, mais au mix énergétique, nous avons quand même seulement 15% de la consommation d'énergie primaire en 2023 qui arrive des énergies renouvelables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut encore accélérer, mais on le sait, ça. Donc accélérer, et je suis là pour dire que c'est
quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais qui va s'accélérer, je l'espère, grâce à ce carrefour agrivoltaïsme que vous êtes en train de mettre en place. Je fais un petit teaser sur une des conclusions que j'ai tirées quand je conseillais le président de l'Assemblée nationale, quand j'étais travaillé avec des élus, quand je travaillais plus en lien avec ceux qui écrivent les lois, c'est que j'ai jamais autant entendu la phrase de « les filières ne sont pas prêtes » ou « la filière n'est pas prête pour cette mesure environnementale-là ». C'était la principale phrase qui revenait dans les discussions en cabinet, discussions avec d'autres élus, etc. Là, le fait que vous essayez de travailler sur 2 filières et même 2 sphères économiques ensemble, la puissance de votre influence ensuite auprès de ceux qui vont écrire les lois, de ceux qui vont réfléchir à comment accélérer non seulement les décrets aussi, mais les arrêtés, elle va être très très considérable. Et je vous salue pour ça, et je trouve que c'est assez non seulement innovant, mais c'est plutôt inédit. Ont été mentionnés à plusieurs reprises les bienfaits techniques de l'agrivoltaïsme pour l'agriculture. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été bien discuté pendant les tables rondes et par les conférences précédentes. En revanche, ce qui n'est pas écrit sur cette slide et que je dirais à l'oral est très important, c'est que si le projet n'est pas élaboré avec et pour, en concertation avec l'agriculteur et les personnes même, j'ai envie de dire, autour sur le territoire, même les élus locaux, eh bien, on peut faire une croix sur tous ces bienfaits. Mais clairement, nous avons, en regardant ces belles... C'est quelle race, ça? De vache? Oui, les Aubrac. Très belle race. Et puis, j'ai pas fait exprès, je crois qu'on est sur la rue Aubrac ici. Ça me fait penser, parce que j'ai pas d'image de brebis sous les panneaux solaires. J'aurais dû, petite faute. Ouais, c'est très dommage. Je suis très très friand des produits de la ferme qui est à 10 minutes de chez nous, de Romain, qui fait des agneaux noirs du Velay, pour encore faire valoir différentes races d'animaux domestiques et d'élevage dans notre très très beau pays. Mais clairement, ce qui était intéressant ici, c'est qu'ils ont décidé, Yann Bizet, éleveur bovin dans le Calvados, eh bien nous, on va lancer une démarche. Ils ne le font pas seuls, ils le font avec plusieurs parties prenantes autour. Pendant 9 ans, on va étudier ce qui va se passer quand on aura un troupeau bénéficiant de la présence de panneaux et un autre troupeau qui sera en parallèle là pour voir si on a des contrastes dans l'impact positif ou négatif sur le bien-être animal. Il est très intéressé par justement utiliser ce projet pour remettre les animaux en pâture, parce qu'ils étaient que dans des bâtiments tout au long de l'année. Donc il fait évoluer le modèle de sa ferme en même temps et même en utilisant le projet agrivoltaïque pour lancer une nouvelle démarche d'expérimentation. A été mentionné, ont été posées des questions sur le modèle économique. Rappelez, très important selon moi, dans mes expériences de terrain sur les fermes, j'essaie de visiter au moins 3-4 fermes par mois, discuter avec les agriculteurs. Je suis passionné par leurs pratiques, par comment ils financent leurs activités, parce que Dieu sait, c'est difficile, et il a été très très bien dit, les agriculteurs sont des entrepreneurs. Eh bien, nous avons, j'ai presque envie de dire, autant de modèles économiques que de fermes en France. C'est un peu exagéré, mais clairement, les modèles économiques dans l'agriculture française et l'agriculture mondiale sont très divers. Et ainsi, donner quelques exemples de comment ils ont mis en place financièrement les projets agrivoltaïques va être illustratif d'un exemple, mais faire la montée en généralité, à mon avis, on est à une petite dizaine d'années avant de pouvoir faire ça. Il y en a qui ont essuyé des plâtres, je vais y revenir dans un instant. Cet exemple ici est très intéressant, juste d'un agriculteur qui loue 15 hectares, un producteur d'électricité, 30 000 € par an, celui a permis d'investir dans une autre plantation. Donc ce qui est intéressant, au-delà de juste se dire on va diversifier du revenu, on va apporter du revenu qui sécurise l'agriculteur, mais c'est aussi, parfois, l'agriculteur a envie de faire évoluer sa ferme. Et nous savons, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec la tendance de lenteur, j'ai envie de dire, de l'agriculture biologique et les va-et-vient, c'est que plus on donne des outils aux agriculteurs même pour faire évoluer leur système, plus on va accélérer la transition agricole. Parce que ce n'est pas facile de faire une transition agricole. Je connais de nombreux agriculteurs qui ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin, et j'ai presque envie de les appeler des champions et des championnes de la transition. Ce n'est pas simple, d'autant plus que ce qui est revenu très souvent dans mes discussions avec eux, c'est qu'on nous apprend beaucoup tout ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, comment faire ce que je peux faire, un peu moins explicite.
C'est les dires d'un agriculteur qui est une des personnes les plus influentes dans le monde de l'élevage en Auvergne, avec qui je travaille souvent, qui est passé du conventionnel, l'agriculteur extrêmement énervé lors de la crise laitière de 2011, 2012, 2013, 2014, et qui continue d'ailleurs, mais qui avait d'ailleurs juste jeté son lait sur les routes, qui explique ça. Il disait, moi, quand j'ai changé mon modèle, il est passé en agriculture biologique, il a complètement transformé sa ferme. Il a dit, mais quand je suis allé dans les organismes de formation, quand j'ai essayé de me renseigner sur comment faire, c'était plutôt la liste des interdits à laquelle je faisais face. Ainsi, c'est très intéressant de voir comment est-ce que les projets agrivoltaïques peuvent aussi aider les agriculteurs à faire évoluer leur système. Non, ce n'était pas cette slide-là. Voilà. Ça, c'était la slide qui était là. C'était celle-là que je cherchais. Merci. Un maraîcher en Charente-Maritime, lui, il fait autrement. Ce n'est pas lui qui loue le terrain, les infrastructures et le terrain, mais il a bénéficié d'un investissement qui a été porté par l'entreprise qui est venue ensuite installer des serres qui étaient solarisées. 300 tonnes de légumes produits par an sous des panneaux solaires installés sur une ferme de 3 hectares. C'est un système où la propriété de l'infrastructure n'est pas à lui. J'ai discuté avec des agriculteurs qui préféraient garder la propriété. C'est là où la dimension culturelle est assez intéressante. Et j'ai parlé d'essuyer les plâtres. J'ai rencontré un éleveur dans le Puy-de-Dôme, je ne le citerai pas, mais il a été un des pionniers de l'agrivoltaïsme. Lui, il a décidé d'installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments de stockage, de transformation et les stabulations, éleveurs de vaches laitières. Et Primolstein. Un tout petit peu de ferrandaise aussi, mais ça c'est anecdotique. La ferrandaise, une race aussi qui a failli disparaître il y a quelques années. Et il a expliqué que s'il a lancé ce projet en 2009, il voulait être suivi par son partenaire bancaire historique, je ne citerai pas, parce qu'ils l'ont lâché à la dernière minute, parce qu'apparemment, c'est une banque qui ne finançait que des projets agrivoltaïques dont le fournisseur et les fabricants étaient une certaine entreprise dont ils étaient propriétaires. Donc, il est allé voir une autre banque qui, en revanche, l'a suivi. Donc, je ne citerai pas l'un ou l'autre, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une grande frustration. Il a dû créer une SARL lui-même juste pour gérer la partie agrivoltaïque et électricité. Et il a été extrêmement explicite et il s'est réjoui, il était reconnaissant. Pendant la crise laitière de 2011, 2012, 2013, 2014, ils ont pioché dans la trésorerie de cette SARL qui avait investi dans les panneaux solaires. C'est grâce à ça que sa ferme a été sauvée. C'est dire à lui, on a sauvé la ferme grâce aux panneaux solaires et la vente d'électricité. Maintenant, il a dit, les voisins viennent nous voir pour nous demander comment on a fait. Au début, on était des ovnis. On se méfiait ou on rigolait dans notre dos. Ils vont rajouter un projet d'autoconsommation et aussi un peu de revente. Ils vont être à plus de 600 kilos à la fin de leur deuxième projet qu'ils lancent dans les années à venir. Enfin, ils lancent en 2025 d'ailleurs. Mais il a été un petit peu en essuyage de plâtre, j'ose dire. Et c'est pour ça que la dimension culturelle, elle est assez intéressante. Et pour se rappeler que souvent, on se raccroche à un projet une fois qu'on a vu que ça marche. Deuxièmement, lui-même fait un petit peu témoin de certains blocages culturels. Je lui ai demandé, là, vous avez fait du panneau solaire sur les bâtiments. Et je pense que c'est important de le dire d'ailleurs dans l'agrivoltaïsme, dans un carrefour comme celui-là. C'est intéressant aussi de se rappeler que l'agriculture, c'est une des sphères, mais on a aussi beaucoup de potentiel sur bâtiments, infrastructures, hors agriculture. J'en suis où? Ah ouais, je suis la maîtresse du temps. Merci. Je vais terminer dans un instant alors. Merci. Et il a dit lui-même, nous, on ne voulait pas mettre des panneaux solaires au sol, on n'y croyait pas, ça ne se faisait pas trop. Et je dis, et maintenant, avec les nouvelles technologies qui permettent d'avoir de la verticalité, de permettre de protéger un petit peu les animaux, etc., oui, mais ça ne se faisait pas trop, donc on n'y a pas trop regardé. Donc même sur cette ferme-là, il y avait certains blocages culturels. Alors ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça ne veut pas dire qu'il a raison, je suis juste en train de dire que la pédagogie, elle va être nécessaire. Il y a un fort potentiel énergétique en ce qui concerne répondre à la demande avec une solarisation de terres agricoles ou plutôt de fermes. Encore une fois, je suis le premier à dire que la souveraineté alimentaire doit primer dans le débat, donc pas du tout pour dire qu'il faut accaparer des terres d'agriculteurs, transformer leur métier, plutôt l'enrichir et le faciliter, effectivement, et le lien social dans ce que va être l'agrivoltaïsme comme un des moteurs
est un lien qui serait formidable. Si le monde de l'énergie, le monde de l'agriculture accélère la prise de conscience de cette double transition, j'en serais les premiers ravis parce que malheureusement, on est sur à la fois un monde desquels on s'est déconnecté, l'agriculture, et un monde de l'énergie qui parfois est un petit peu abstrait pour le citoyen lambda. Alors, quelques propositions. Clairement, la notion de culture générale, elle doit être revue, je l'ai déjà mentionné. Et un service agricole obligatoire, j'en parle dans un des livres que j'ai écrit, je trouve que c'est quelque chose qui devrait revenir comme quelque chose d'enthousiasmant pour toute la population. Vivre juste un mois sur une ferme, quelle que soit la ferme, pour savoir comment ça fonctionne, ce serait intéressant pour tout le monde. Des cours sur l'énergie, l'alimentation, l'agriculture, tout au long de parcours scolaire, j'en ai parlé. Des potagers, des kits autoconsommation dans les écoles pour des raisons pédagogiques. Ces jours de découverte de ruralité pour des lycéens, pourquoi pas des plus jeunes même. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous le souhaitez, on peut en parler sur comment faire la reconversion un petit peu mieux, et surtout un service de remplacement qui permet aux agriculteurs de partir un petit peu en vacances. Ça, je trouve que c'est intéressant. Il existe, mais continuez à innover dedans, etc. Merci beaucoup à vous toutes et tous de votre écoute. Et même si j'ai dépassé le temps, s'il y a des questions, je suis ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Henri. Merci. On peut prendre une question quand même si on est dans les temps, mais pour ne pas se mettre trop en retard. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou une question du chat peut-être? Les gens qui nous suivent et qui sont connectés. Je vois pas de bras qui se lèvent. Henri, vous êtes là pendant la pause peut-être? Bon, donc les interactions peuvent se poursuivre à ce moment-là. Merci infiniment. Merci Henri.